Quand Marie-Antoinette part pour la guillotine, après un procès expéditif, une jeune femme verse quelques larmes. Il l'emmène à l'échafaud. Rosalie Lamorlière l'a servie dans sa prison pendant 76 jours, témoin privilégié, presque malgré elle, des derniers instants de la souveraine déchue. Âgée de 25 ans en 1793, Rosalie est montée à la capitale pour se placer comme domestique. Elle est alors cuisinière à la Conciergerie. Si c'est aujourd'hui l'un des pôles touristiques phares de Paris, c'est à l'époque de la Terreur une prison sinistre. Pendant la Révolution française, c'est ici que s'installe ce qu'on appelle le tribunal criminel extraordinaire, qu'on connaît mieux sous le nom de tribunal révolutionnaire. Et tous les prisonniers qui vont passer ici pendant cette période séjournent dans cette prison de la Conciergerie qui est considérée comme une des plus terribles de Paris. Ludovic Miserolles connaît bien les lieux, car depuis des années, il se passionne pour le personnage de Rosalie. Nous voici dans ce qui fut la cellule de Marie-Antoinette. C'est assez émouvant de se retrouver là. Transformée en chapelle expiatoire sous la Restauration, il faut se l'imaginer glaciale, suintante et obscure. C'est ici que les deux femmes, la dernière reine de France et la modeste cuisinière, vont se côtoyer quotidiennement pendant 76 jours. Elle ne pouvait pratiquement pas parler à Marie-Antoinette. Elle avait par contre plein de petites attentions pour elle. En octobre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faisait très froid. Marie-Antoinette se plaignait de ce froid dans sa cellule. Rosalie prenait la chemise de nuit, la camisole de Marie-Antoinette, la montait dans ses cuisines pour la réchauffer et la replacer sous l'oreiller pour que Marie-Antoinette puisse avoir un peu plus chaud la nuit. Pas facile de reconstituer le puzzle de la vie de Rosalie. Voilà, monsieur, je vous ai trouvé 2 registres. Vous avez le répertoire des entrées alphabétiques. Oui. Et là, vous avez le registre chronologique. Merci. Ludovic Miserolles a dû mener un véritable travail de détective, comme ici aux archives de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Des centaines d'heures passées à décrypter des documents anciens, actes notariés, cadastres, inventaires, témoignages aussi, puisque Rosalie a été interrogée 2 fois de son vivant par des historiens. Un acharnement qui a valu à Ludovic le surnom de Colombo des archives. Je passe un temps de dingue dans les archives, mais c'est ça qui me plaît aussi. C'est aussi ce travail-là qui est grisant, intéressant. Oui, c'est vraiment un travail d'enquêteur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un travail qui m'a pris pratiquement 10 ans, entre les recherches en archives, entre la rédaction du roman. En plus, je ne connaissais rien aux archives. Moi, le petit provincial, j'arrivais à Paris avec l'idée saugrenue d'écrire sur une picarde qui ne savait ni lire ni écrire. Donc retrouver sa trace dans les archives était encore plus compliqué. Des recherches qui font remonter le fil de la vie de Rosalie à Breteuil, dans l'Oise, où elle voit le jour le 19 mars 1768. Aujourd'hui, les pales des éoliennes ont remplacé les ailes des moulins et les maisons anciennes ont disparu suite au bombardement de 1940. Mais Rosalie vivait probablement ici, dans le quartier des Cordonniers, où son père ressemelait les bottes des soldats de cette ville de garnison. Les archives communales conservent son acte de baptême. L'an 1768, le 19 mars, a été baptisée par moi, curé Soussigné, Marie-Rosalie, fille née le même jour du légitime mariage de François de la Morlière, cordonnier, et de Marie-Charlotte Vaconcin, sa femme, de cette paroisse. Ainsi nommée par Jean-Louis Guedet, son parrain, et par Marie-Rose Debry, sa marraine. Au nom de la décence, peut-elle se changer en toute intimité? Je ne peux pas. Je ne dois pas la quitter des yeux. Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette va se changer pour monter à l'échafaud. Un gendarme était là, dans la cellule, et il avait ordre de garder Marie-Antoinette à l'œil. Marie-Antoinette a été prise de panique. Il y a simplement eu un échange de regards entre Marie-Antoinette et Rosalie a compris. Elle s'est mise devant Marie-Antoinette, a fait écran pour que celle-ci puisse se changer avant sa montée à l'échafaud. C'est certain qu'il y a eu, je ne peux pas aller jusque de l'amitié, mais en tout cas un profond respect mutuel l'une pour l'autre, alors que ce sont 2 femmes que tout opposées. Je pense qu'elle pouvait être proche de Rosalie dans la mesure où elle s'intéressait de toute façon justement à ces gens qui n'étaient pas nantis du temps où elle était reine. Mais on n'en parle jamais, parce que je crois qu'on n'a pas envie d'en parler.
Rosalie continuera à travailler comme domestique jusqu'à l'âge de 56 ans. Puis, handicapée par une sciatique persistante, il lui sera permis d'intégrer l'hospice des Incurables rue de Sèvres à Paris, sur recommandation de la dernière fille survivante de Marie-Antoinette, en signe de gratitude. Pour trouver les dernières traces de Rosalie, il faut se rendre au Père-Lachaise, même si sa tombe ne figure pas parmi les 70 000 sépultures du cimetière. Rosalie est morte rue de Sèvres en 1848. À l'époque, il n'y a plus de cimetière dans Paris, enfin les cimetières de quartier. Donc celui qui vient d'être créé, c'est celui de Montparnasse, dont Rosalie va être inhumée en fosse commune à Montparnasse. Mais son nom, avec une erreur d'orthographe, est mentionné à l'arrière du monument où repose sa fille, Madame Lacroix. À la mémoire de ma mère, Rosalie de la Morlière, dernière personne placée 76 jours auprès de la reine Marie-Antoinette dans sa captivité pour le besoin de tout son service dont elle s'acquitta avec douceur et respect. Priez pour elle. Une fille que Rosalie a confiée aux enfants trouvés dès sa naissance. C'est l'un des derniers mystères autour de sa vie. Qui donc était le père de son unique enfant? J'ai un acte notarié où le nom du papa est raturé. On peut tenter de le deviner derrière, mais c'est très compliqué. Il faudrait des moyens financiers maintenant en fait, pour le faire, parce qu'ils ont bien réussi à déchiffrer les lettres de Marie-Antoinette, mais ça demande un budget que je n'ai pas pour le moment. Mais je ne désespère pas, donc c'est un travail qui continue. Rosalie Lamorlière, la pauvre fille n'a pas d'histoire, déclarait un célèbre chroniqueur du 19e siècle. Ludovic Miserolles prouve exactement le contraire, lui qui, depuis Rosalie, se passionne pour tous ces illustres inconnus qui ont fait la grande histoire.